Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Sciences, le podcast de la médiation scientifique. Je suis Morgane Gilles, directrice adjointe de l'association Ebuliscience. Notre métier, notre objectif est de faire découvrir et aimer les sciences auprès de tous les publics. J'ai le plaisir d'interviewer une personne qui a marqué l'histoire de l'association. Depuis 10 ans, elle en est la directrice. Elle porte les projets et les engagements d'Ebuliscience. Blandine Desjean est avec nous aujourd'hui pour nous parler du métier de directrice d'une structure associative dans le secteur de la médiation scientifique. Bonjour Blandine. Bonjour Morgane. Alors aujourd'hui, c'est moi qui t'interviewe. Oui, mais ça fait bizarre d'ailleurs. C'est un peu bizarre, mais c'est pas le fruit du hasard. Ça intervient dans un contexte un peu particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors je ne vais pas maintenir le suspense plus longtemps. Je m'en vais d'Ebuliscience. Voilà, c'est simple, dit comme ça. Je pars bientôt, fin août. Et donc, voilà, c'était un peu l'annonce que je voulais faire aujourd'hui. Et oui, effectivement, après 15 ans 15 ans à Ebuliscience, oui. Et 10 années de direction 12 même. 12 ouais, voilà, ouais. On les compte plus. Non. C'est parce que j'ai dû les compter à un moment donné, hein, pour des raisons administratives, que je le sais. Donc, 12 années en tant que directrice de l'association Ebuliscience. Et tu peux le redire? Non, je plaisante. 12 années en tant que directrice de l'association Ebuliscience. Et oui, c'est pas anodin comme expérience professionnelle. C'est une grosse partie de ta vie professionnelle. Et moi, ce qui m'intéresserait là, c'est de faire un petit retour en arrière. Et je voudrais te poser la question, mais qu'est-ce qui t'a amené à prendre la direction de l'association et à quoi elle ressemblait à ce moment-là? Alors, quand j'ai connu l'association Ebuliscience, moi, je cherchais un lieu pour faire une thèse. Et plus précisément, une thèse dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche, ce qu'on appelle une CIFRE, en acronyme. Et donc, comme ma thèse portait sur la démocratisation culturelle dans les quartiers prioritaires, et que j'avais déjà longuement travaillé dans les quartiers prioritaires, mais plutôt sur le côté artistique, c'est-à-dire comment on peut amener la culture artistique dans les quartiers prioritaire, j'avais besoin d'un lieu un peu différent qui me fasse découvrir d'autres formes de culture. Et à ce moment-là, Ebuliscience cherchait un ou une chef de projet. Et donc, je suis arrivée en disant, moi, je vous propose pas d'être chef de projet, ou pas exactement comme vous y attendez, mais plutôt comme une chef de projet qui ferait une thèse en même temps. J'ai présenté mon projet, j'ai rencontré le président de l'association, Frédéric Arnaud, qui est toujours président aujourd'hui, le directeur de l'époque, et voilà, ce projet a été validé. Ebuliscience, c'était un tournant de sa vie à cette époque, donc il y a 15 ans, puisqu'il n'y avait plus que 6 ou 7 salariés, il y avait un déficit important et il cherchait des personnes pour essayer de remobiliser l'association, de faire en sorte qu'elle ne ferme pas si c'était possible. D'accord, donc tu as repris la direction dans un contexte particulier, avec des objectifs précis. Alors, de multiples objectifs, des objectifs professionnels, personnels, universitaires, puisqu'il fallait à la fois aller trouver de l'argent pour faire pour que Ebuliscience puisse continuer, proposer des projets innovants, sachant qu'il n'y avait que 7 salariés, donc il y avait puis un certain nombre de salariés qui n'étaient plus motivés du tout par ce contexte associatif. Donc c'était aussi trouver de nouvelles personnes, essayer de remobiliser dans un contexte économique extrêmement difficile. Et puis par ailleurs, j'avais des objectifs de recherche. Donc en fait, je n'étais réellement que la moitié de mon temps à Ebuliscience, sauf que quand on travaille 10 heures par jour, finalement, la moitié du temps, c'est déjà pas mal. Donc, c'était il y a 15 ans. L'association, aujourd'hui, elle a 27 ans. Donc, tu as connu la moitié de la vie de l'association. Ah, ça fait bizarre. Un petit peu plus. Ouais, ça fait bizarre quand on le dit comme ça. C'est pour ça qu'Aurélie m'appelle le dinosaure. Oui, d'accord, je comprends mieux. Mais du coup, effectivement, tu as été une grande témoin des évolutions et des changements qu'a pu vivre l'association chez Ebuliscience. Tu en as été pour une partie à l'initiative. Quels ont été ces grands changements que tu as pu observer ?
En fait, par contre, je dois dire qu'avant que j'arrive, et c'est toujours le cas d'ailleurs dans une structure, il s'est passé énormément de choses et des choses formidables aussi. Et donc, je voudrais pas faire croire que j'arrive et puis d'un coup, l'association se développe. Quand Ébulliscience a été créée par Henri Latreille, il y avait un enthousiasme fou, il y avait des prix Nobel qui venaient, des politiques qui étaient engagés. Il y a eu à Ébulliscience, avant que je n'arrive, jusqu'à 70 salariés quand même en même temps. Donc, il y a eu une très belle vie d'Ébulliscience qui était liée à la direction de René Seppo, puisque le premier directeur de l'association a été René Seppo, avec un conseil d'administration, avec un président à l'époque, Henri Latreille, qui ont énormément fait. Et cette association, elle a tout de suite très bien fonctionné, avec aussi l'énergie de la main à la pâte, qui était un mouvement national. Enfin, il y avait un vrai engouement autour de cette pédagogie qui existe toujours aujourd'hui. C'est ça que je trouve important, c'est qu'on a réussi à la maintenir. Mais voilà, il y a eu des choses qui ont été faites et des belles choses avant que je n'arrive. Simplement, dans un vécu associatif, et les difficultés du monde associatif datent pas d'hier, il y a toujours un moment donné où il peut y avoir ce moment de creux. Et moi, je suis arrivée parce qu'il y avait un moment de creux. S'il n'y avait pas eu ce moment de creux, peut-être je ne serais jamais allée à Ébulliscience. Mais donc, il y avait ce moment de creux. Et ce que j'ai vu, moi, ce que j'ai permis en partie, parce que c'est toujours un travail d'équipe, il y avait le directeur René Seppo, qui était le premier directeur, qui était toujours présent quand je suis arrivée, qui est ensuite parti à la retraite, qui a laissé sa place à Jean-Charles Thuot. Puis moi, ensuite, j'ai été directrice adjointe et directrice. Et avec toutes les personnes qui sont passées à Ébulliscience, on est arrivé à développer cette association, à développer son action sur le territoire lyonnais, sur la métropole, même sur la région. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'effectivement, on est passé d'un budget de 350 000 euros à un budget aujourd'hui de plus d'1 million. Mais au-delà, ça veut dire de la création de métiers, ça veut dire de la création de projets. Enfin, on en parlera certainement dans un autre épisode. Mais c'est vraiment toute une dynamique qui a été recréée. Mais c'est pas que moi. Je l'ai accompagnée, je pense que j'étais très persévérante, parce que c'est vrai que pour rester 15 ans, il faut être persévérante. Mais j'ai eu aussi la chance de travailler avec des gens qui ont permis cette dynamique. Avec toutes ces personnes qui t'ont accompagnée et que tu as accompagnée pendant toutes ces années, est-ce qu'il y a un projet marquant, une action dont tu es particulièrement fière ? Il y en a plein. Alors moi, je me souviens particulièrement du projet Égalité, Sciences et Orientation. Alors ça, c'était vraiment un projet génial sur plusieurs années, la même cohorte d'enfants qu'on a suivis de l'école élémentaire jusqu'au collège, avec cette ambition de faire vivre l'égalité au quotidien. Le projet a été suivi par 2 chercheuses, par Christine Détré et Clémence Perronnet. Moi, j'ai adoré travailler avec Christine Détré, qui est quelqu'un qui est de l'ENS de Lyon, qui est très engagée sur ces questions de genre. Et puis, c'était génial parce qu'en fait, tout le monde parle d'égalité filles-garçons. Nous, on allait dans les classes et puis on essayait de voir ce qui s'y passait réellement. On essayait de comprendre ce que ça voulait dire la mixité, l'égalité pour les enseignants, les enseignantes, pour toutes les adultes qui travaillent avec les enfants, pour les parents, évidemment. Je me souviens parce qu'on a interviewé Najat Vallaud-Belkacem, à l'époque, elle était ministre de l'Éducation nationale, elle avait lancé les ABCD de l'égalité. Et en France, quand on regardait les médias, alors bien sûr, certains médias encore plus particulièrement, on avait l'impression qu'il y avait le feu dans les quartiers, que les parents étaient vent debout, que tout le monde avait l'impression qu'on allait pousser les enfants à être homosexuels, les filles à devenir des garçons, enfin, on entendait des choses pas possibles. Et nous, on mettait en place un projet dans des quartiers prioritaires, dans un quartier prioritaire du 8e plus particulièrement, qui s'appelait Égalité, Sciences, Orientation. Tous les jours, on parlait aux enfants d'égalité, on en parlait aux parents et jamais un seul parent est venu nous dire quoi que ce soit, parce qu'en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que tous les parents du monde, en tout cas tous les parents que j'ai rencontrés, ont envie que leurs filles réussissent. Et comme nous, c'était ça, c'était dire attention, parce que les stéréotypes qui sont dans la société, qu'est-ce qu'ils font ces stéréotypes ? Ils vont faire en sorte, malheureusement, que vos filles, elles risquent de moins bien réussir que les garçons, et que les garçons aussi, sur qui pèsent ces stéréotypes, parce qu'on les laisse être plus bougeons, plus dissipés en classe, etc. Ça va aussi avoir des conséquences négatives sur leur parcours scolaire. Quand on portait ce discours-là, il n'y avait pas de polémique, en fait, avec les parents. Et ça, je m'en souviens, vraiment, c'était un projet dont je me souviens encore, et je sais que Ébulliscience, parce que je l'ai porté, j'ai continué à le porter, continue d'aller dans ce type de projet, mais c'est vrai qu'avoir un projet qui s'appelle clairement Égalité, Sciences et Orientation, ça avait vraiment, vraiment du sens. Et puis il y a un projet aussi sur les mathématiques qu'on a monté avec
avec une mathématicienne à l'époque qui nous a permis de réfléchir à qu'est-ce que c'est que la didactique en mathématiques. Et pareil, alors là, le challenge, il était énorme, c'était d'aller en maternelle et de dire on va faire des maths en maternelle, quoi. Et on va suivre les mêmes enfants, on les a suivis pendant 6 ans, c'est-à-dire de la grande section de maternelle et jusqu'à 6 ans après, à la fin de l'élémentaire. Et ça aussi, c'était super parce que déjà, on l'a tenu pendant 6 ans. On a suivi ces enfants. On a vu les évolutions quand on aborde réellement les mathématiques différemment avec les enseignants et auprès de ces mêmes enfants. On a vu vraiment les évolutions chez ces enfants. Alors, ils sont peut-être pas devenus, d'ailleurs, parce que ça commence à faire un petit temps, des mathématiciens. Mais en tout cas, on portait vraiment le sens des mathématiques, c'est-à-dire les mathématiques comme un outil pour aider à réfléchir. Et c'était ça qui me plaisait. Et on a vu des enseignants qui disaient « Mais moi, je suis enseignant en maternelle, je ne vais pas faire des mathématiques. » Bah si, et on revenait, on était là avec les gamins, on était à la préhistoire. Bon, allez, on n'a pas les chiffres. D'ailleurs, vous ne les avez pas, les chiffres. Bah non, les gamins, ils ne les avaient pas, les chiffres. Bah, comment on fait pour... on part avec notre troupeau, comment on fait pour, quand on revient pour savoir s'il nous reste toujours autant d'animaux dans le troupeau qui ne sont pas bouffés par des animaux sauvages? Comment on fait? Donc, on inventait, on revenait à l'origine de l'invention des nombres. Et les enfants étaient formidables, ils arrivaient à inventer des outils pour compter, qui étaient les mêmes qu'il y a des millions d'années, on a nous-mêmes inventé. Remettre en place la construction des mathématiques avec les enfants de maternelle. Mais du coup, c'est intéressant, tu nous présentes 2 projets qui t'ont particulièrement marqué. Mais comme tu le dis, il y a une multitude de projets portés Je pourrais parler de ma salle mobile de découverte scientifique qui continue encore aujourd'hui. Il y a plein de choses qui sont mises en place. C'est une des forces aussi de l'association. Et du coup, il y a une question, c'est toi, est-ce que tu as vu évoluer le rapport entretenu aux sciences par justement les publics qu'on rencontre sur ces dernières années autour de ces projets? Moi, je constate que y a toujours autant de difficultés dans l'approche des sciences et des mathématiques. Donc non, il n'y a pas d'évolution. Mais de toute façon, je n'ai pas besoin de le dire, les enquêtes PISA, tout ce qu'on peut faire en France ne font qu'attester qu'il y a toujours autant de difficultés pour les filles à s'orienter vers les sciences et les maths, pour les enfants de manière générale à aller vers les maths. Il y a toujours cette problématique parce qu'il y a une problématique au départ de formation des enseignants. Donc, une association aussi formidable soit-elle ne peut pas remplacer un quotidien d'apprentissage des enfants à l'école. Ce n'est pas possible. Donc, nous, on essaye d'être complémentaires à l'école, mais on ne remplace pas. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je pense, ce que j'ai pu voir, c'est que si on ne soutient pas les enseignants qui font un travail formidable, pour les outiller, pour les accompagner, pour qu'ils aient du plaisir à enseigner les maths et les sciences, ça ne changera pas, en fait. On a encore beaucoup de travail à faire pour Ébulliscience, mais pas que. Là, j'aimerais qu'on revienne sur le métier de directrice et directrice d'une structure comme Ébulliscience. Et pour, peut-être une question un peu intéressée pour la personne qui va te succéder, j'aimerais bien avoir ta définition de qu'est-ce que c'est que diriger une association au quotidien. C'est difficile. Bon courage. Alors, c'est formidable. C'est formidable parce que c'est formidable si on a l'énergie, c'est formidable si on comprend le sens et si on est engagé, si on est persévérant. Donc, c'est pas des conseils que je donne là, je dirais plutôt c'est des conditions sine qua non pour diriger une association encore plus. C'est l'engagement, c'est comprendre les valeurs qui sont portées par l'association, c'est avoir une énergie de dingue. Parce que c'est un quotidien où il faut passer du projet super génial avec une chercheuse égalité sciences orientation à payer les fournisseurs, à s'inquiéter de savoir pourquoi à l'URSSAF, gérer le cabinet comptable, poser un avertissement. Bon, bref, c'est sans fin. Il y a 300 000 choses à faire. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Et je suis très contente de partir. Parce qu'il y a toi, Morgane, et que tu as cette énergie, et que moi, à un moment donné, on disait ça fait 12 ans, j'ai plus cette énergie. Ça demande quand même de mobiliser une énergie que je n'ai plus, ou peut-être que je n'ai plus envie de passer dans ces tâches du quotidien, et j'ai envie d'aller voir ailleurs aussi ce qui peut y avoir pour moi. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai tout de suite perçu chez toi, et qui a fait que je me suis dit, mais je pense que vraiment, ça peut être... la directrice pour Ébulliscience, une très bonne directrice pour Ébulliscience, c'est cet engagement, ce sens des valeurs et cette énergie. Eh bien, merci, j'essaierai d'être déjà à bien la partie. hauteur. Mais
Justement, cette persévérance, cet engagement, cette énergie, tu l'as mis quels ont été les défis que tu as dû relever ces 10 dernières années? Pourquoi tu as dû investir tout ça? Le défi, il est simple, hein, c'est la thune. S'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas travailler. Et ça, c'est ce qui prend un temps de fou. C'est ce qui peut être difficile à faire comprendre pour les équipes. Bah oui, je sais. La qualité, etc. Évidemment, c'est nécessaire. Mais en fait, il faut aller trouver l'argent. S'il n'y a pas de l'argent, on ne peut pas salarier les gens. Et ça, c'est une pression continue. C'est quelque chose qu'on poursuit sans fin. Des fois, on a un peu l'impression d'aller faire la manche. Je disais, on va avoir des élus, puis on dit, voilà, tel projet, il coûte tant. Ah oui, mais alors un peu moins, on a l'impression de vendre un tapis, un aspirateur. Alors je critique pas les élus qui la plupart du temps nous soutiennent beaucoup et ont eux-mêmes leurs propres problématiques financières. Là on parle par exemple des subventions qui soutiennent l'action d'ébullition, mais quand même c'est un peu difficile ça. C'est-à-dire toujours devoir revoir à la baisse le financement de ce qu'on fait, comme si parce que c'était le monde associatif, ça devait coûter moins cher qu'un autre produit. On rend un service, on est c'est comme si on avait une entreprise, une société de service en fait. Et une société de service, elle marge normalement à 30%. Enfin, nous, on margera jamais à 30%. Pourtant, le service qu'on rend, ce qu'on vend, c'est de la médiation scientifique, avec des médiateurs et des médiatrices scientifiques formés. Et ça, quand même, c'est un sacré coup, quoi. Donc, ça, c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est le plus gros challenge, c'est vraiment aller trouver l'argent pour faire vivre les valeurs, en fait. Et c'est, comme on le dit tout le temps, le nerf de la guerre. On a l'impression que c'est une formule. Oui, mais bon, c'est une réalité. C'est-à-dire être directrice de l'association Ébullience, c'est, si ce n'est tous les jours, en tout cas plusieurs fois par semaine, aller voir les comptes, négocier avec le banquier, la banquière, négocier pour avoir des échéanciers pour les cotisations quand l'argent n'est pas rentré, parce que non seulement vous négociez, mais en plus une fois que vous avez négocié, que vous avez tapé dans la main ou que c'est signé, l'argent il met beaucoup de temps à arriver. Donc, vous prêtez de l'argent comme ça aux municipalités. Quand vous faites des périscolaires, vous prêtez de l'argent aux municipalités en attendant qu'un jour, ils vous payent pour faire les actions. Donc ça c'est quelque chose d'important. Je pense que s'il y a des gens qui travaillent dans des associations qui m'écoutent et qui sont en direction d'associations, elles voient tout à fait de quoi je parle. C'est vraiment quelque chose... C'est vraiment le challenge absolu. En fait, c'est le plus grand défi. Et en fait, c'est un défi constant qui est d'être toujours dans une recherche de la stabilité économique. C'est pas le plus grand. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs défis qui ont leur même importance. Quand on a une association qui défend des valeurs pédagogiques spécifiques, le grand défi, c'est de faire en sorte que les professionnels qui travaillent au sein de cette association soient bien formés et qu'ils fassent correctement, voire au mieux, leur travail sur le terrain et qu'ils amènent cette pédagogie. Donc ça, c'est le grand défi. Et en parallèle, il y a le grand défi de faire en sorte qu'il y ait de quoi les payer, ces gens. Et puis il y a plein d'autres défis qui vont se cumuler. Donc c'est ça qui rend le job hyper intéressant, mais c'est aussi ce qui peut le rendre hyper difficile. J'aimerais bien avoir une anecdote, quelque chose, le souvenir le plus, je sais pas, que tu vas amener avec toi, l'apprentissage, enfin quelque chose que tu vas garder avec toi d'Ébullience. Qu'est-ce que ça serait ? Bon, il y en a plusieurs. Alors, je savais que tu allais me poser cette question. Donc, j'ai un peu réfléchi. Il n'y a pas d'anecdote au sens où, en tout cas, moi, j'entends le mot anecdote. Moi, je me souviendrai longtemps, avec beaucoup d'émotion, des 25 ans de l'association, pour plein de raisons, parce qu'il y a eu beaucoup de public, parce que toute l'équipe a été à fond là-dedans, parce qu'on a pu montrer dans plein de lieux différents, un centre social Gisèle Halimi, à la mairie de Villeurbanne, et aussi au sein de notre siège social à Vaux-en-Velin, ce qu'on savait faire auprès d'un public très varié, parce qu'il y a des élus qui sont venus et qui nous ont remerciés, mais qui m'ont aussi remercié personnellement pour l'action que menait Ébullience. Et là, en fait, moi, je me suis dit, ah ouais, quand même, j'aurais fait un truc, c'est-à-dire j'aurais permis à cette association, alors j'aurais dit, pas toute seule, jamais toute seule, mais en tout cas, on aura permis à cette association d'atteindre les 25 ans, et c'est déjà bien. Et je me souviens de Jean-Michel Jolion, qui est membre de notre conseil d'administration, puis qui a eu d'autres vies professionnelles aussi, qui disait toujours quand même, 25 ans pour une association dans le monde associatif, c'est pas fréquent. Donc voilà, ça c'est un souvenir, en tout cas je pars avec ce souvenir-là. Il y en a plein d'autres, j'ai parlé des projets tout à l'heure. Il y a aussi, parce qu'on a tendance à l'oublier parce que je pense que la mémoire est sélective, donc on oublie tous cette période incroyablement étrange qui s'est appelée Covid. Mais donc moi j'étais directrice, il y a eu un confinement qui a été décrété le 16 mars.
là, on ferme tout. Et moi, à cette époque, je dis, bon, bah alors voilà, comment on ferme une association ? Voilà, c'était ma préoccupation principale. Ça va pas être possible, on va pas pouvoir faire. Puis plus les semaines, parce qu'au début, on disait, ça a duré une semaine. Puis quand ça a duré 2 semaines, on disait, ça a duré 3 semaines. Puis quand ça a duré déjà 1 mois, on disait, ça a duré 2 mois. Puis après, on sait que ça va durer, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais comme je le disais tout à l'heure, moi, je regardais le compte en banque. Et qu'est-ce qui se passe quand vous ne faites pas d'activité ? Votre compte en banque, il n'y a pas d'argent dessus, quoi. Et les salaires, faut continuer à les verser. Il y a bien sûr eu l'activité partielle qui a permis, mais qui a mis du temps aussi à s'enclencher, etc. Donc, c'était une période où, légitimement, on pouvait se dire, bon voilà, on va fermer, quoi. C'est bon, on a déjà bien bossé, mais là, je crois qu'on ne va pas pouvoir survivre. Et ce dont je me souviens, c'est que sur ce premier confinement, il y a eu une vraie solidarité. Il y a eu bien sûr les pouvoirs publics qui ont tout de suite quand même très bien réagi, que ce soit les services de l'État, les collectivités, et heureusement d'ailleurs. Mais ce dont je me souviens aussi, c'est qu'il y a eu le public. Moi, il y avait plein de gens qui m'appelaient, notamment des familles qui inscrivaient leurs enfants pour les accueils de loisirs, des enseignants, et j'avais plein de gens tout le temps au téléphone. C'était un peu le seul truc qu'on pouvait faire, c'était utiliser le téléphone, faire des visios, et qui étaient hyper positifs. Il y a des parents qui ont fait des dons à Ébullition pendant le Covid, qui me parlaient pendant 3/4 d'heure au téléphone, on me dit à quel point on se parlait d'ailleurs. Finalement, je me suis mis à discuter avec les publics différemment, et ça, c'est aussi un très bon souvenir, parce que vraiment, ça montrait à quel point les gens ils appréciaient Ébullition, mais aussi ça a permis d'avoir des contacts différents avec nos publics. Donc moi, j'en garde un très très bon souvenir, paradoxalement. Et puis finalement, on n'a pas fermé, donc c'est pas si mal. Je pense que j'oublie... et puis peut-être une dernière chose, ça fait partie de ce que j'ai toujours aimé faire, c'est aussi travailler au sein des quartiers prioritaires. Et les ateliers aussi qu'on a pu faire avec les adultes à Vaux-en-Velin, les groupes d'adultes avec lesquels on travaillait, où on allait les chercher, un peu comme je dis, les treuiller des fois, parce que amener des adultes, et notamment des femmes, dans les quartiers prioritaires à pratiquer des sciences, c'est plus qu'un challenge. Et moi, je me souviens, il y a eu beaucoup de difficultés liées à ces groupes, de très grosses difficultés, mais moi, je me souviens essentiellement des très bons moments, et de ces moments où la personne, elle vient, elle vous dit, mais moi, j'étais nulle en sciences et je suis incapable de faire des sciences, j'ai un CAP, j'ai même pas eu le bac, etc. Et puis après, vous avez ces personnes toutes les semaines qui viennent et qui font des sciences et qui se passionnent pour les sciences, des mamans, des papas aussi. Et ça, ça fait partie des très bons souvenirs. C'est pas une anecdote, mais des très bons souvenirs que j'ai des actions qu'on a pu mener, quoi. Très belle expérience. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer pour Ébullition ? Qu'est-ce qui va se passer pour Ébullition ? Ah oui, qu'est-ce qui va se passer pour Ébullition ? Il paraît qu'il y a quelqu'un qui prend la direction, qui s'appelle Morgane Gilles. Et justement, Morgane, bon, ça va là, t'as été bien dans ton rôle d'intervieweuse ? Je prends mes marques. Tu prends tes marques et moi, je prends de la place. Chacun prend quelque chose. Justement, je vais partir, donc tu vas pouvoir prendre ma place, mais je vais prendre la tienne encore quelques minutes, puisque je vais inverser un peu l'entretien, et c'est moi qui vais t'interviewer là, tout de suite. Mais Morgane Gilles, mais tu vas devenir directrice de l'association Ébullition dans très peu de temps. Alors, c'est quoi ta première approche du poste ? Comment tu vois les choses ? Alors, là, tu disais, tu prends ma place. Moi, déjà, j'ai pas le sentiment de te remplacer, parce que je pense que personne ne pourra jamais te remplacer. Il y a un directeur d'école qui m'avait dit une fois, tu sais, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. Donc oui. Je crois que... mais je trouve que c'est intéressant aussi, c'est de se dire... comment je me positionne dans la continuité à l'association. Et c'est aussi, tu as été une directrice forte, engagée, qui va laisser sa marque dans l'histoire d'Ébullition. Et maintenant, ça va être, moi, ma tâche, ça va être de reprendre avec ma propre personnalité, ma propre vision, ma propre énergie, ce rôle-là pour l'association. Comment tu te vois diriger cette association, justement ? Parce que tu m'as posé la question, diriger, c'est quoi ? Pour toi, diriger, c'est quoi là ? La réponse, elle est peut-être un petit peu plus... elle sera peut-être un peu plus désordonnée chez moi, puisque je ne l'ai pas encore fait. En tout cas, comment je l'envisage ? C'est d'une part
comment je l'envisage. C'est pour moi, diriger, c'est une part diriger, prendre direction, donc donner une vision, donner des objectifs à moyen, long terme, et pour pouvoir, bien sûr, en lien avec les valeurs de l'association, les objectifs, on va dire, historiques de l'association, et d'autre part, c'est accompagner l'équipe pour qu'ensemble, on atteigne ces objectifs et partager cette vision et qu'on y aille ensemble. Donc voilà, pour l'instant, elle se déploie un peu sur ces deux axes-là, donc vraiment diriger, décider, fixer le cap, on va dire, et dans un autre volet qui serait plutôt comment on accompagne, parce qu'on pourra le faire ensemble. Et en fait, je parle de l'équipe, mais il y a aussi bien sûr tous nos partenaires, les collectivités, donc là, tout le travail, ça va être aussi avec nos partenaires historiques, la ville de Vaux-en-Velin, la ville de Lyon et la ville de Villeurbanne aussi, de commencer à prendre contact, poser, faire cette transition. Mais tu m'accompagnes aujourd'hui dans cette transition pour reclarifier tout ça, réexpliciter et puis que je m'approprie ce rôle-là, ce nouveau rôle. Donc voilà, aujourd'hui, Ébulliscience, c'est assez... D'une certaine façon, c'est assez facile parce que l'association est déjà reconnue quand même comme pour la qualité de ses projets, pour sa faculté à s'adapter à tous les types de publics. Donc, il y a déjà une reconnaissance de l'association. Donc, moi, mon ambition, c'est de la maintenir, d'entretenir cette force, tout en affirmant l'association comme une référence de la médiation scientifique. Et aujourd'hui, tu te donnes quoi comme conseil ? Ce que je me dis souvent ces dernières semaines, c'est prends le temps. Prends le temps de prendre tes marques, de t'approprier les choses petit à petit. Donc c'est un peu paradoxal parce qu'il y a en même temps beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Et comme je disais, il y a une certaine facilité parce qu'effectivement, l'association a déjà une reconnaissance de la part de nos partenaires et de nos publics. Voilà. Mais il y a aussi un contexte économique et politique national qui amène une certaine difficulté. Donc, il y a en même temps, il y a cet enjeu, ce grand défi dont tu parlais, de maintenir la stabilité économique, etc. Parce que derrière, on a une équipe, des salariés, et voilà. Donc ça, il ne faut pas traîner. Je ne vais pas prendre 6 mois pour pouvoir m'atteler à ce défi-là. Mais tout aussi en s'octroyant le temps de s'approprier toutes les missions. Voilà. Donc, souvent, c'est ce que je me dis pour répondre à ta question. Prends le temps, mais pas trop non plus. C'est une ligne de crête, mais bien sûr, c'est ça aussi qui rend le job intéressant. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Pour cette prise de poste qui est méritée. Vraiment, je le dis parce que j'ai la chance de travailler avec toi depuis 4 ans. Et c'est à la fois l'intuition qui me fait dire que tu vas très bien y arriver, et puis aussi ce que j'ai constaté de tes qualités professionnelles. Donc, bravo. Et puis, encore 25 ans grâce à toi pour Ébulliscience, pour qu'Ébulliscience atteigne les 50 ans. Alors, je ne suis pas sûre que j'aurai autant de persévérance que toi. Mais en tout cas, c'est à mon tour de te dire merci beaucoup, Blandine. De rien. Merci pour ce partage inspirant, sincère et riche en apprentissage. Mais merci aussi au nom de toute l'équipe pour ton engagement et ton énergie durant toutes ces années pour l'association. Merci. Merci à Blandine d'avoir participé à ce podcast. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Science, le podcast de la médiation scientifique.